Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 173 et aujourd'hui, j'interviewe Julie Walbaum. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Bonjour mes chers leaders. Avant d'entrer dans le vif du sujet du jour, j'ai un mot à dire à toutes celles qui se sentent, en ce début d'année, débordées, voire épuisées par leur charge de travail. Si vous vous sentez crouler sous le travail et crouler sous le poids des responsabilités, si vous n'arrêtez pas de courir partout, d'éteindre des feux et que cela vous fatigue, écoutez bien ce qui va suivre. J'ai créé un audio exclusif pour vous intitulé « 5 clés pour prévenir l'épuisement avant le burn-out ». Je l'ai conçu en 6 parties qui vous permettront de comprendre d'où vient le problème du débordement et de casser ce cercle vicieux grâce aux 5 outils actionnables immédiatement. Alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard, c'est justement lorsque l'épuisement commence à arriver qu'il faut agir avant de laisser la situation s'empirer. Je ne vous en dis pas plus et je vous invite à vous inscrire gratuitement. Pour y accéder, c'est à l'adresse suivante, jennychamas.com/prévenir-épuisement ou alors tout simplement grâce au lien dans les notes de cet épisode. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Cela fait plusieurs mois déjà que j'avais envie d'inviter Julie Walbaum pour une interview sur Femmes ambitieuses. Et je suis très heureuse que Nathalie Rosborski, déjà interviewée sur ce podcast et récemment nommée directrice marque et RSE de Maisons du Monde, nous ait mis en contact pour cet entretien. Julie est devenue CEO de Maisons du Monde, une entreprise qui pèse presque 1,2 milliard d'euros, c'est le chiffre de 2020, à tout juste 40 ans. Un véritable rôle modèle pour toutes les femmes ambitieuses qui nous écoutent. Avant d'intégrer Maisons du Monde en 2014, Julie a forgé son expérience pendant 10 ans dans le conseil en stratégie et 2 ans dans une start-up Internet. Son parcours est par ailleurs marqué par plusieurs engagements humanitaires. Au-delà de sa casquette de jeune dirigeante de 44 ans, Julie est également maman de 3 enfants de 4 à 10 ans. J'ai eu envie de l'accueillir à mon micro pour en savoir plus sur sa vision du leadership et du rôle des entreprises dans l'impact social positif, mais aussi sur ses secrets pour maintenir son équilibre de vie. Je vous souhaite une excellente écoute et je pense que vous serez aussi inspirés que je l'ai été à l'écoute de cet échange avec Julie Walbaum. Bonjour Julie. Bonjour Jenny. Bienvenue sur Femmes ambitieuses, ravie de te recevoir. Après ces multiples essais, je suis ravie de te tendre le micro. En fait, une des raisons pour lesquelles je suis particulièrement ravie, c'est que tu fais partie des rares femmes et jeunes, qui plus est, puisque tu as moins de 45 ans, si je ne me trompe pas, à diriger une entreprise de cette ampleur. Donc, tu es donc à la tête de Maisons du Monde. Et moi, je me demandais, est-ce que quand tu étais enfant, puis après jeune étudiante, tu avais l'ambition d'être une leader plus tard, une dirigeante ? Merci Jenny, déjà je suis ravie d'être là avec vous. Moi-même, je tire beaucoup d'inspiration en écoutant d'autres femmes et tous ces chemins très différents et tous très riches. Donc merci pour me donner le privilège d'échanger un peu et de partager un peu de ma propre expérience. Pour répondre à ta question, alors j'ai pas du tout eu l'ambition quand j'étais petite de diriger une grande entreprise. En fait, j'avais juste en tête quelques idéaux. Le premier, c'était vraiment de travailler, d'évoluer dans un environnement dynamique où il y aurait plein d'échanges et où je pourrais contribuer, apporter ma petite pierre à l'édifice. Et c'est très vite posé pour moi la question de travailler dans un univers classique d'entreprise ou dans une ONG, puisque en grandissant, j'ai ressenti vraiment le besoin d'essayer d'être utile
et de servir une cause, qu'elle soit environnementale ou sociale. Et donc, il en a résulté un chemin pas très linéaire, puisque j'ai essayé plusieurs options, des cabinets en stratégie américains, à des ONG, à des institutions internationales, à des startups. Ça m'a permis de trouver aujourd'hui ma bonne place, qui est vraiment d'aller chercher l'engagement dans une entreprise classique, et de réconcilier aujourd'hui ces deux idéaux que j'avais, à savoir pouvoir apprendre, découvrir, interagir et quand même essayer d'œuvrer pour la bonne cause. Donc, je me sens très chanceuse aujourd'hui. Du coup, comment tu concilies ces deux choses, à la fois d'avoir toutes ces interactions, d'aller créer et en même temps d'œuvrer à une cause? En fait, je crois que le secret, c'est d'abord de bien se connaître et de comprendre à la fois quelles sont nos propres valeurs, ce qui fait notre singularité, ce qui nous donne de l'énergie aussi, et d'essayer d'écrire un parcours qui réponde à cela plutôt que de cocher des cases. Donc, il se trouve que moi, je suis devenue directrice générale. Bon, d'abord, un peu par chance. Je crois qu'il faut toujours de la chance d'être au bon endroit au bon moment, de rencontrer les bonnes personnes. Mais je crois que la chance aussi, elle se crée, elle s'encourage, et notamment par la conviction, vraiment l'optimisme. Je pense que c'est quelque chose qui m'a, moi, toujours aidé. C'est toujours penser que ce serait possible. Et donc, typiquement, quand il s'agissait de prendre ce rôle de DG, c'était en effet pas évident. Alors, non seulement je n'avais pas exercé les fonctions classiques avant de retail ou de gestion. Je venais du digital. Mais également, comme tu dis, j'étais assez jeune. Et puis, je venais de donner naissance à notre troisième enfant. Et enfin, ma famille était basée à Paris quand l'entreprise elle-même était basée à Nantes. Donc, ça faisait beaucoup de raisons pour lesquelles ça ne marcherait pas. Mais je crois qu'il faut aujourd'hui être très flexible dans sa façon de voir les choses. Et si on a la conviction qu'on peut y arriver, on trouve toujours des solutions. Et moi, ça m'a toujours porté. Et typiquement, pour accéder à cette position, c'est aussi la conviction qui m'a portée, parce que j'avais peut-être pas l'expérience, mais j'avais une idée très forte pour Maison du Monde, qui tournait beaucoup autour des hommes, du digital et de l'engagement RSE. Et je l'ai porté avec beaucoup de passion. Et au final, on m'a dit que c'est ce qui avait fait la différence. Donc, voilà, les cases ne font pas tout, loin de là, et c'est tant mieux. C'est intéressant d'entendre que finalement, ce sont tes convictions qui t'ont porté et que tu as osé quelque part les partager, aller jusqu'au bout, et que finalement, c'est aussi ce qui a convaincu. J'ai envie de dire, c'est aussi ça, être leader. C'est avoir ses idées et savoir les partager pour embarquer les gens dans cette aventure. Ouais, et c'est aussi pour répondre à ta question, ce qui me permet de concilier le poste de DG et mon statut d'épouse et de mère de 3 enfants qui, dans ma tête, arrive devant le poste de DG. Ça, c'est important. C'est quand je dis il faut avoir bien en tête à la fois ses valeurs et ses priorités. Je pense qu'une des choses qui m'aide beaucoup dans le fait d'être DG aujourd'hui, c'est justement d'arriver à relativiser, de mettre les choses dans leur contexte, et de finalement pas mettre trop d'attentes dans ce poste, d'arriver à trouver un équilibre. Et cet équilibre, je le sais, fondamental pour moi. Et donc, c'est pour ça que moi, je mélange un peu tout, la vie pro, la vie perso. Mon agenda est très fluide, on va dire. Et je le fais vraiment avec la conviction que non seulement c'est possible, c'est OK. Et je pense qu'en le faisant de façon ouverte et explicite, ça aide d'autres gens à ne pas se sentir mal de le faire. Et je crois véritablement que le succès dans le travail passe par l'épanouissement. Je pense que l'épanouissement passe par l'équilibre. Et donc l'équilibre, je pense, passe par le désilotage et le fait que c'est OK, bien sûr, on n'est pas des machines, on est des êtres humains avec une vie en dehors du travail. Et tant mieux, c'est ce qui nous rend des êtres riches et curieux. Et donc voilà, pour moi, ma façon de concilier, c'est d'assumer le fait que je mélange tout, et de clamer haut et fort qu'il n'y a pas une chose qui est prioritaire par rapport à l'autre. Et s'il devait y en avoir une, c'est pas mon poste de DG. Ça me rend pas, je crois, moins efficace pour autant au travail. Et alors, du coup, concrètement, quand tu dis que tu mélanges tout, ça veut dire quoi au quotidien? Est-ce que tu peux me donner un exemple pour nos auditrices? C'est toujours intéressant. Alors, typiquement, dans mon quotidien, ça veut dire qu'en effet, j'ai aucun problème à faire du télétravail. Si à un moment donné, alors moi, j'ai pas de bureau à moi, donc je squatte la chambre de mon troisième quand je suis en télétravail. Donc,
parfois normal, il veut rentrer dans sa chambre. Et donc, quand il voit maman, il a envie de venir sur les genoux. Et parfois, je suis en Zoom. Et donc, c'est OK. Je pense que, bien sûr, j'essaie de maintenir un environnement calme de travail, mais d'être interrompu par ses enfants, à un moment donné, de dire non, à 15 heures, j'emmène ma fille chez le dentiste. Tout ça, c'est OK. De la même façon que j'essaie de prendre vraiment une semaine de vacances à chaque vacances scolaires, une semaine de congé, et l'autre semaine en télétravail pour vraiment pouvoir partir les 2 semaines avec les enfants. Et ça, c'est OK. C'est pas parce que toutes les 6 semaines, on prend une semaine de congé qu'on est moins performant. Et je crois qu'au contraire, je pense qu'un des secrets, c'est d'arriver à trouver des temps de pause, des ponctuations. Et je trouve que on est trop dans le culte de super-héros quand on pense à des leaders. Et typiquement, moi, si je dois réfléchir à ce qui me permet d'avancer, et j'espère d'être performante, c'est de tenir justement ces temps de pause et de respiration. Alors pour moi, c'est beaucoup en effet ma famille. Mais j'ai aussi d'autres activités, j'ai des groupes de copines qui m'aident beaucoup et ça me permet de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Donc, il ne faut jamais oublier que ça aussi, c'est au service de la performance du collectif. Complètement. Et ça te permet quelque part aussi, au-delà de recharger les batteries, de prendre beaucoup de recul. On a besoin d'espace pour pouvoir voir, alimenter une vision à long terme et pas seulement être dans le feu de l'action, de l'opérationnel du quotidien. Ouais, et je le vois particulièrement depuis quelques mois où en effet le contexte macroéconomique est extrêmement volatile, est extrêmement incertain, pourrait être assez angoissant si jamais on regardait le verre à moitié vide. Donc, cette prise de recul, comme tu le dis, c'est essentiel pour relativiser, réaliser que la chance qu'on a, réaliser aussi qu'on ne sauve pas des vies, contrairement à d'autres personnes, et donc tout problème trouvera sa solution si on sait la prendre avec le bon regard. Et donc, mais pour ça, il faut sortir, en effet, souvent je dis, il faut sortir de la roue, il faut sortir la tête de l'eau. Et donc, je crois très sincèrement que d'aller chercher l'équilibre entre vie pro et vie perso, c'est vraiment un des moyens nécessaires de la réussite. On partageait juste avant le fait que c'était un enjeu important pour les femmes. Je confirme, pour moi, c'est sans doute mon premier enjeu. C'est de préserver cet équilibre au quotidien. Et il est si facile de se faire passer en dernier. Oui. Je ne déroge pas à la règle. Donc, c'est une discipline qu'il faut toujours avoir en tête. On a vite fait de s'oublier. Donc, il faut toujours se rappeler que malgré tout, on reste, même si c'est difficile à concevoir, en tout cas, moi, j'ai du mal à le concevoir, on reste la personne la plus importante de sa propre vie. Je dis souvent que la relation qu'on entretient avec soi-même, c'est la relation la plus importante. Parce qu'in fine, on est quand même 100% du temps dans notre tête et dans notre corps. C'est vrai, absolument. Et en effet, moi, je me rends bien compte les moments où je me sens justement équilibrée, je ne me sens pas trop dans mon jeu de jongleur à laisser tomber trop de balles perso ou familiales. Quand je sens que cet équilibre est là, que je suis centrée, je suis un meilleur manager parce que je projette aussi quelque part plus de sérénité. Et je pense que cette dynamique finalement appelle des dynamiques positives. Donc la gestion de soi, pour moi, est la première responsabilité d'un leader pour justement projeter des choses positives et quelque part inconsciemment projeter aussi le fait que c'est possible pour d'autres de le faire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais à nouveau, je dis ça comme si je faisais ça parfaitement bien, c'est probablement le truc que je fais le moins bien. Mais c'est vraiment important, donc il faut toujours veiller à progresser là-dessus. Moi, je suis curieuse de savoir, du coup, là, tu nous parles de aujourd'hui, ton quotidien, ce que tu en penses aujourd'hui, mais j'imagine que derrière, dans ton passé, il y a eu tout un parcours aussi qui t'a permis, au fur et à mesure, d'apprendre, de développer ta vision, te développer en tant que leader. Et j'étais curieuse de savoir, est-ce que dans ce parcours professionnel, tu as rencontré des freins
internes, c'est-à-dire tes propres freins, ou externes dans ta carrière, et si oui, lesquels ont-ils été, comment tu as fait pour les dépasser, et comment tu fais en fait pour assumer aujourd'hui ce que tu partages, qui finalement, je crois qu'on est quand même nombreuses à penser la même chose, mais entre le penser et le mettre en pratique, il y a un peu un écart, même si c'est imparfait. Voilà. Comment ton parcours a façonné ça? Ouais. Alors moi, je trouve que la plupart des freins, quand même, sont des freins internes, en tout cas, si j'en crois à ma propre expérience, ou dit autrement, en débloquant ce qui pourrait être des freins internes, je trouve que ça nous permet de faire face très efficacement à beaucoup de freins externes. Donc vraiment, tout part de la perception et du regard que l'on pose soi-même sur les choses, et très concrètement, ça part aussi très clairement d'un environnement familial. Moi, typiquement, j'ai une maman qui a toujours travaillé, qui a toujours eu plein d'activités, de zones d'intérêt, qui nous a élevés, nous, 3 enfants, et pour qui ça n'a jamais semblé être une question de choisir entre plusieurs bonheurs, comme je les appelle. Donc en effet, le fait de voir cela, même si je n'ai pas derrière consciemment cherché à marcher dans ses pas, ça m'a conditionné de façon positive sur le fait qu'il n'y avait pas de raison, entre guillemets, qu'on ne puisse pas concilier ensemble. Donc je pense que on parle souvent de rôle modèle, mais je crois que ça commence dès le plus jeune âge, et je crois que la société a vraiment un rôle à la fois dans la structure familiale, et on pourrait y revenir, mais aussi dans la structure éducative, dès le plus jeune âge, en fait, vraiment ancrer la conviction presque inconsciente, en fait, idéalement inconsciente, parce que c'est la plus naturelle, que bien évidemment, on peut tout concilier et qu'on n'a pas à choisir. Donc ça, c'est un truc qui est super important, parce que je trouve que nous, femmes, à nouveau, on se met beaucoup de blocages personnels avant même que le système nous en impose. Ensuite, est-ce que j'ai eu des freins externes? J'ai connu bien sûr des épreuves et des moments où il m'a semblé de ne pas pouvoir y arriver. Ce qui m'a aidé, notamment quand j'ai démarré dans le conseil en stratégie. Donc, je suis au départ une personne assez intuitive, et le conseil en stratégie, c'est quelque chose de très structuré, très rigoureux, très analytique. Mais j'aime bien, je dois avoir le sens des contradictions, parce que moi, j'ai toujours adoré les lettres et l'histoire, et j'ai passé un bac scientifique, donc sans doute cette volonté de prouver que je peux y arriver. Mais en tout cas, ce qui était vraiment étonnant, c'est que je n'ai jamais, parfois on me pose la question, est-ce que j'ai déjà ressenti le syndrome de l'imposteur? Alors jamais me concernant, mais en revanche, je me suis plusieurs fois dit, vraiment, tu as choisi la face la plus escarpée de l'Everest. Pourquoi te mettre toi-même des bâtons dans les roues? Je crois que c'était vraiment cette envie d'apprendre et de me dépasser. Mais en effet, du coup, plusieurs fois, je me suis trouvée en situation de mise en difficulté, et notamment dans cette expérience de conseil en stratégie. Et puis, au final, ce qui m'a aidée à nouveau, c'est de prendre du recul, c'est ce fameux optimisme que je décrivais comme voilà, cette capacité à penser que, in fine, il y aura toujours une solution, on y arrivera, j'y arriverai, m'a beaucoup porté, parce que je crois que ça fait vraiment l'essentiel du chemin. Donc, je crois que l'optimisme, la conviction personnelle, certains parlent de temps en temps de loi de l'attraction, mais je pense véritablement que quand on croit que le meilleur est possible et peut nous arriver, que nous en sommes capables et que nous le valons bien, tout de suite, les étoiles s'alignent plus vite. Donc, moi, ce qui m'a toujours aidée, c'est cette conviction que, in fine, j'y arriverai toujours. Alors, certes, à force de travail et d'énergie et d'engagement, mais je crois que ça a quand même fait beaucoup du chemin. Après, je crois que ce qui m'a servi à moi, c'est justement de ne pas avoir de chemin tout tracé, de justement pas me dire, moi, un jour, j'aimerais devenir DG. C'est de choisir le chemin vraiment pour l'étape qui est en cours ou l'étape à venir. Souvent, j'aime bien me projeter, mais juste sur la prochaine étape, et pas aller chercher une destination hyper lointaine, parce que ce qui se passe, en tout cas, moi, je ressentais 2 risques. Un, c'est que ça s'écrive jamais comme on l'avait prévu, et tant mieux. Mais du coup, si ça s'écrit jamais comme prévu, on a toujours ce risque un peu d'être frustré ou d'être jamais content et de vouloir toujours différemment ou plus. Et 2, c'est de ne pas être dans le moment, et de toujours se projeter dans l'avenir, et finalement
la vie se passe sans qu'on en profite. Donc, pour moi, ce qui m'a aidé, c'est justement pas chercher de plan de carrière, pas chercher à tracer de route, mais vraiment essayer de beaucoup me connaître. J'ai passé beaucoup de temps d'introspection, beaucoup de lecture, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres pour vraiment comprendre ce qui, moi, me tenait à cœur, quelles étaient mes valeurs, ce qui faisait ma singularité pour écrire mon propre chemin. Et du coup, à chaque fois, j'essayais de retracer chaque étape du parcours, justement, à ce chemin et à ces valeurs pour y trouver un sens très personnel, pour pas écrire le chemin des autres. Donc ça m'a aidé. Et puis, le dernier truc qui m'a aidé, je dirais, c'est ce côté un peu idéaliste, et c'est toujours vouloir croire en des projets un peu innovants, un peu fous. J'ai travaillé dans plusieurs ONG sur le terrain, au Burundi, au Honduras, où on a remonté des filières entières de café et de cacao avec le gouvernement. J'ai travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé, pour du microfinancement, pour les programmes de santé de l'ONU. À chaque fois, c'était des trucs un peu dingues, mais des projets passionnants. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est porté par le projet, par le collectif, finalement, ça fait arriver plein de choses parce qu'on trouve des ressources internes et ça nous amène à porter des convictions qui font qu'on arrive à embarquer les autres. Et voilà, peu importe si on a tous les galons, au final, la magie du collectif fait que ça marche. Et alors, tu me disais là au début, j'arrive en conseil en stratégie et puis je me rends compte que c'est hyper analytique et que moi, je suis intuitive. J'aime bien ce sujet, donc parce que c'est un sujet qui revient très fréquemment chez les leaders que j'accompagne et qu'on accompagne chez Coach Happy. Elles sont intuitives pour beaucoup et donc confrontées au mode analytique et comment on fait pour s'adapter, pour vendre ses idées, pour montrer qu'en fait, finalement, c'est complémentaire et pas opposé. Alors, toi, du coup, dans ton leadership, comment tu fais appel à ton intuition et à quoi elle te sert ? Alors déjà, je dirais que, en fait, j'ai quand même passé 10 ans de conseil au final, la plupart chez McKinsey. Donc, en effet, ça m'a quand même influencé dans ma façon de voir les choses. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de cette expérience-là qui m'aide au quotidien. Et j'ai vraiment cette immense chance d'avoir ce bagage de structure et d'analyse que j'arrive à combiner en effet avec un tempérament plus intuitif. Donc, c'est vraiment une grande chance. Et en effet, pour celles qui ont la curiosité, l'envie, parce qu'il faut en effet un peu d'énergie et d'engagement, parce que quand c'est un peu contre nature, par définition, ça demande plus d'efforts. Je trouve ça vraiment assez magique de pouvoir jouer sur les deux tableaux. Et ça m'aide aussi à avoir plus d'impact parce que je comprends du coup des raisonnements assez différents entre ceux qui sont très analytiques et ceux qui sont très intuitifs, ce qui permet d'adapter le discours ou le coaching, etc. Maintenant, je dis ça parce que c'est d'autant plus facile pour moi maintenant de laisser parler mon intuition que j'ai tout ce bagage entre guillemets analytique que je fais jouer soit en premier lieu et puis au final je dis ok, mettons l'analyse de côté, mais qu'est-ce que ton intuition te dit, ou alors que j'utilise pour finalement confirmer ou infirmer une intuition. Donc pour moi c'est très complémentaire. En revanche, ce qui est vrai, c'est que je lui fais de plus en plus confiance à l'intuition. Donc quelque part l'approche analytique m'a permis de conforter probablement ma crédibilité en externe parce que c'est quand même un langage plus accepté. Et ça m'a permis du coup aussi de renforcer ma confiance en moi-même en disant du coup j'ai un raisonnement qui est juste. Mais au final, comme à chaque fois que je fais cet exercice, finalement, l'intuition et l'analytique pouvaient arriver à des conclusions similaires. Au final, j'ai de plus en plus fait confiance en mon intuition, à minima sur des temps plus courts ou pour justement pas aller dans la construction complète de la réponse. L'intuition, c'est assez sympa pour poser un début de vision. Et je trouve que dans la construction du collectif, c'est plus... ça permet plus d'accessibilité que le très analytique qui peut un peu repousser certaines personnes qui pensent différemment. Finalement, l'intuition, je trouve, est plus propice au travail collectif parce que du coup, on est vraiment dans la co-construction. Donc moi, je fais les deux en complémentarité, mais surtout, le gros truc, c'est que je lui fais plus confiance. C'est vraiment déjà
faire confiance à son intuition et pas se dire ah non, c'est de l'intuition, c'est pas de l'analyse stricto sensu, et donc je vais quand même double-checker. Je crois qu'en plus, cette confiance, il me semble qu'elle vient aussi avec le temps. C'est-à-dire que plus tu as des intuitions et puis qu'elles sont confirmées par l'analyse et que tu les mets en pratique, que ça produit des résultats, et plus c'est facile aussi de lui faire confiance. Ça demande d'abord d'essayer de l'entendre, ce qui n'est pas toujours facile. Absolument. Absolument, parce qu'à nouveau, on se met une barrière mentale, un frein interne qui parfois lui barre l'accès. Je suis tout à fait d'accord. Quand tu es devenue DG de Maisons du Monde, quelque part, dans la lecture de ton histoire, de la situation, je me suis dit, mais presque c'était un double challenge. Alors peut-être que toi, tu ne l'as pas perçu comme ça, mais je vais t'en faire mon analyse et tu me diras. Il y avait le côté être une femme qui plus est jeune. Et quelque part, ça peut être un challenge au vu du nombre de rôles modèles très réduits sur le terrain. Et à la tête d'une grosse entreprise de retail. Et si j'ai bien compris, tu n'avais pas fait de retail avant. Et puis, en plus de ça, tu succédais au dirigeant fondateur de l'entreprise, un homme d'âge mûr. Alors, est-ce que toi, tu as perçu ça comme un challenge ? Et comment la transition s'est-elle faite ? Comment tu as fait ta place ? Je me suis vraiment d'abord interrogée sur le projet, sur quel projet j'ai envie de proposer à l'entreprise, d'abord à l'interne et ensuite à l'externe, plus que sur ma capacité de dirigeant. J'ai vraiment défini mon intention de direction générale vraiment comme une intention de projet d'entreprise. C'est vraiment ça que je voulais proposer. Donc ça, déjà, c'était intéressant parce que quelque part, il y avait quelque chose de concret à aller défendre. Donc ça m'a pas mal aidé parce qu'au final, comme je le dis, on peut arriver à embarquer avec les idées, l'énergie, la conviction. Bien sûr, j'avais pas coché toutes les cases. J'avais quand même réussi 2-3 choses avant chez Maisons du Monde qui me donnaient cette crédibilité. Mais en effet, il y avait quand même un step à passer. Et à nouveau, je crois que le projet a beaucoup aidé. Après, ça, c'était vraiment pour convaincre de ma légitimité, on va dire, à prendre la direction générale. Après, en interne, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est avant même de prendre mes fonctions, il y a eu 3 mois entre ma nomination et ma prise de fonction, j'ai passé 3 mois à faire le tour du réseau européen de magasins. Et donc, j'ai passé 2 à 3 jours par semaine en magasin. Et donc, je dînais avec les directeurs de magasins, les directeurs régionaux le soir. Et j'ai installé sans m'en rendre compte un petit rituel. Un an après, on en parlait encore. À chaque fois, je posais des tas de questions et j'avais une question, semble-t-il, très usuelle qui disait, mais toi, si tu avais, je tutoyais tout de suite, si tu avais une baguette magique, en fait, qu'est-ce que tu imaginerais, qu'est-ce que toi, tu voudrais faire si tu étais à ma place? Et en fait, ça a installé une chouette proximité. Déjà, moi, j'ai recueilli plein d'idées géniales parce que sur le terrain se trouvent 90% des idées. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a quelque part permis de créer cette relation avec le réseau, puisque je venais du digital, et m'a donné un peu cette légitimité parce que quelque part, on leur demandait leur avis et c'était pas voilà, ça n'avait pas été traditionnellement beaucoup d'usage dans l'entreprise. Donc, quelque part, je n'ai pas senti la nécessité parfois. Parfois, on associe des fonctions à des codes et par exemple, le poste de DG peut être associé à un minimum de posture, de distance, etc. Comme je n'ai pas trop réfléchi dans ces termes-là, moi, j'ai vraiment réfléchi au projet. Qu'est-ce qui pourrait aider le projet? C'est d'écouter les gens qui parlent à nos clients tous les jours. Et donc, j'ai passé 3 mois avec le réseau. Et après, de fil en aiguille, ça a installé une proximité et puis derrière un certain style de management qui était différent. Et je crois qu'aujourd'hui encore, en interne, ce que les gens ont la générosité de me remonter, c'est qu'ils sentent vraiment que je suis là pour incarner le projet et l'entreprise dans ce qu'elle souhaite accomplir. Et que je garde le lien avec la réalité du terrain. Donc, c'est peut-être... ça s'est fait un peu naturellement par justement ce côté un peu collaboratif. En fait, on va écrire l'histoire ensemble. Il se trouve que je vais être votre porte-parole, mais en interne et en externe. Mais au final, c'est bien ensemble qu'on l'écrit. Et c'est comme ça que je vois le rôle de leader, c'est d'être un facilitateur
Et à un moment donné, en effet, de montrer Little Nord, il faut quand même avoir une vision, mais d'être beaucoup quand même dans la construction, ce qui, je crois, est quand même un trait très, très féminin. Et ça, je trouve que ça porte assez loin. J'ai lu dans un article de presse que tu étais décrite comme une acharnée de travail, et notamment au moment de ta prise de poste en tant que DG. D'ailleurs, cet article disait que tu arpentais les magasins, donc comme tu viens de nous le dire. Et puis, tu nous disais au début que tu vis quelque part entre Nantes et Paris, puisque ta famille est à Paris, mais le siège de Maison du Monde, si je ne me trompe pas, est à Nantes. Et l'équilibre fait partie vraiment des premières préoccupations des femmes qui nous écoutent. Donc, tu nous as donné quelques pistes tout à l'heure sur ton équilibre de vie. Est-ce que tu as des secrets Est-ce que pour avoir un équilibre qui te correspond, après, l'équilibre, il est différent selon chaque personne. Mais toi, qu'est-ce qui est important ? Et j'irai plus loin. Est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi ? Uniquement pour toi? La grande question que je me pose toutes les semaines. Non, pour répondre à ta question sur les secrets, alors déjà, en effet, je travaille beaucoup malgré tout. Enfin, alors, je me donne des routines et des règles, pas parce que c'est bien de le faire, mais à nouveau parce que c'est important pour mon équilibre. Donc, typiquement, dès ma prise de poste, en effet, on a cherché des solutions avec mon mari, puisqu'à l'époque, je devais quand même passer beaucoup de temps et à Nantes et en magasin pour vraiment appréhender les grands enjeux de l'entreprise et être beaucoup dans ce dialogue. Et puis, parce qu'en effet, le poste était nouveau. Donc, voilà, on a cherché un équilibre qui, quelque part, nous a fait grandir tous les deux et a fait qu'aujourd'hui, notre famille est encore plus soudée. C'est-à-dire que mon mari a pris le relais plus qu'il ne le faisait avant sur s'occuper des enfants. Et pour moi, d'ailleurs, c'est vraiment un des leviers pour que les femmes puissent accéder à plus de leadership. C'est justement aider vraiment les hommes, parce que je pense qu'ils sont prêts, qu'ils veulent le faire, à s'engager davantage dans la vie familiale. Et donc, on demande souvent des rôles modèles féminins. Moi, j'appelle aussi de mes voeux des rôles modèles masculins, et notamment tous ces environnements qui permettent à ces hommes, en effet, de s'engager davantage dans leur vie familiale, sans eux-mêmes être soumis au sujet à des biais qu'ils pourraient avoir dans leur propre milieu de travail, parce que est-ce que vraiment un homme, ça peut rentrer à 18h, ou est-ce que ça peut aller chez le dentiste à 15h? Ben oui aussi, en fait. Donc, je crois qu'il y a au moins autant de travail à faire sur le rôle modèle masculin que sur le rôle modèle féminin. En tout cas, j'ai la chance d'avoir un mari super moderne et il bosse dans une entreprise aussi assez moderne. Donc, du coup, il a pu aussi prendre ce relais-là. Donc ça, c'est important. C'est sans doute un des premiers secrets, c'est que c'est toujours à minima une histoire de couple. Moi, j'adore ce dicton africain qui dit, alors je l'ai qu'en anglais, "It takes a village to raise a child". Cela demande un village d'élever un enfant. Et je trouve que c'est absolument génial, parce qu'en effet, c'est sur un autre sujet, mais je crois qu'on attend aujourd'hui beaucoup des parents dans l'accompagnement de l'enfant. Et moi-même, j'essaye d'être vraiment dans l'accompagnement des enfants, mais je crois qu'il y a aussi une vertu à ce que justement l'enfant trouve diverses sources d'apprentissage et d'épanouissement et n'attende pas toutes ses parents. Et typiquement, une des grandes questions que je me pose, c'est en effet, est-ce que quelque part, moi, je ne suis pas trop dans l'accompagnement de mes enfants à vouloir justement rechercher cet équilibre avec la vie familiale? Du coup, on passe plein de temps avec les enfants, on fait plein d'activités avec eux, et j'adore ça, c'est super important pour moi. Mais voilà, la question plus d'ordre philosophique de est-ce que c'est ça le mieux pour un enfant, ou est-ce qu'au final, en effet, il doit aussi construire son autonomie différemment. Et bon, pour répondre à la question, c'est donc être au clair avec l'écosystème qui va rendre la chose possible. Pour moi, ça a été d'abord mon mari et ma famille et ma super nounou que j'adore. Et à côté de ça, après, c'est être clair sur, comme je le disais, ses limites et ses règles. Donc, pour moi, c'était les nuits en dehors de la maison. Ça, c'était au max 2. Aujourd'hui, c'est plutôt max 2 par semaine. Aujourd'hui, c'est plutôt 2 par mois. Et quelque part, ça m'a vraiment mis dans un focus qui, je crois, est un focus aussi positif pour l'entreprise, qui est de rendre les équipes le plus autonomes possible. Et pour moi, ça fait partie des secrets. C'est à la fois savoir où sont ses limites et ses points de repère et ses points importants, de vraiment essayer de les respecter pour pas être dans le sentiment sempiternel de ne pas être au rendez-vous de ce qu'on voudrait. Mais à côté de ça,
de se mettre dans une dynamique. Et moi, sur ces 4 années, j'ai pu constater vraiment une vraie évolution. Et donc, aujourd'hui, je peux être beaucoup plus à distance, par exemple, avec mes équipes, parce que dans ces 3 premières années, on a vraiment construit un système où vraiment l'autonomie était de plus en plus monnaie courante. Et donc, et moi, j'avais, entre guillemets, cette mission personnelle d'aider les gens à être de plus en plus autonomes. Et donc, ça veut dire quoi, aider les gens à être de plus en plus autonomes? C'est d'avoir une vision très claire. Souvent, en fait, ce dont je m'aperçois, c'est que une des problématiques de l'équilibre, c'est d'être un petit peu mangé par le quotidien parce qu'en fait, on perd le sens des grandes priorités, mais vraiment les grandes priorités. Et donc, comme moi, j'avais un peu cette obsession d'être super efficace au travail pour passer le plus de temps possible, notamment avec ma famille, j'avais vraiment vraiment ce mantra de est-ce qu'on est vraiment sur les bons sujets, est-ce qu'on passe notre temps au bon endroit. Donc, dans les petits secrets, il y a vraiment comment est-ce que, et je pense que c'est positif pour l'ensemble des équipes, hein, pas que pour le manager, comment est-ce qu'on construit un écosystème où à chaque fois, on prend le pouls régulièrement, on sort la tête de l'eau régulièrement et on se pose la question de l'important versus l'urgent, qui est une des grandes problématiques, je trouve, du monde moderne. Donc, voilà, ça, c'est un autre petit secret. Ça va un peu dans le sens de un peu concilier vie pro et vie perso, quelque part. Ça m'a permis d'aller chercher cet équilibre, mais ça a aussi rendu nos équipes plus performantes. Donc, et c'est toujours ces petits trucs, je trouve, qu'il faut aller chercher, ces espèces de win-win. Typiquement, un autre truc, quand on disait tout à l'heure, prendre du temps pour soi, c'est quelque part à la fin être un meilleur manager parce qu'être plus capable de prendre du recul et d'être aussi meilleur à trouver des solutions parce qu'on aura aéré son esprit. Ce qui m'amène à la dernière partie de ta question, est-ce que j'arrive à prendre du temps pour moi? Insuffisamment, clairement insuffisamment. C'est encore du temps que je relie trop au travail probablement, puis ça va être des lectures, des rencontres, mais que je tourne beaucoup quand même autour des sujets, certes qui me passionnent, la RSE, le digital, les équipes, mais le vrai temps pour soi, il est difficile à trouver. Il y a quand même, et moi je le ressens encore, ce petit soupçon de culpabilité qui est là et qui dit non, mais que quand même, tu pourrais pas passer 1 heure de plus à faire un atelier pancake avec ta fille ou cette fameuse sortie avec ton mari parce que tu arrives toujours à trouver du temps pour tes enfants, mais le temps de couple, il peut passer derrière parfois. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut que je travaille. Je vois ce que tu veux dire. Nous, chez Coach Happy, là, cette année, un de mes objectifs, c'est de dire je travaille plus le vendredi après-midi. Donc, on avait un team building la semaine dernière, donc je l'ai pas fait. Et cette semaine, y a tout un enchaînement de choses qui font que j'ai très envie de travailler vendredi après-midi, mais il y a ce temps pour moi. Et puis après, la question de, OK, qu'est-ce que je vais faire de ce temps ? Mais à quelle heure je rentre ? Parce qu'il ne faut pas rentrer trop tard pour profiter des enfants. Puisque j'ai mon après-midi, il faut que ce soit pour les enfants. Et effectivement, ça, je crois qu'on est vraiment aussi... c'est un héritage aussi des biais sociaux, à la fois de la vision du temps et de la façon dont on devrait le dépenser de façon performante, toujours pour performer quelque chose, et en même temps l'héritage des femmes, de la maternité, de l'ambition et de comment réussir. Il faudrait toujours travailler plus pour réussir. Et donc, je te rejoins complètement dans cette réflexion. Moi, je me suis fixé ce challenge personnel qui démarre et qui déjà, avant même ce premier vendredi après-midi, est difficile. Oui, je comprends très bien ce que tu dis. Bon, après, voilà, l'important, c'est aussi d'en être conscient. Et moi, parfois... mon mari me dit non mais arrête à 23h30 d'aller chercher le Xème sweatshirt parce que il manque un truc pour la gym du dernier. Bon, après il faut en tout cas ça doit rester un choix positif. Moi parfois je me dis bon ben voilà, il y a des périodes tunnels, c'est en effet il y a moins de temps pour toi, il faut juste s'assurer de se reposer la question régulièrement pour que ça dure pas trop longtemps. Et que le mot positif reste aussi présent dans l'expression que choix et qu'on le vive bien. Voilà, l'important, c'est de bien le vivre. Exactement. Le faire en conscience et par choix. Ça change tout quand même. Comment tu définis l'ambition ? Et je suis curieuse de savoir, enfin, à ton avis, est-ce
est-elle ou pas opposée à l'attention aux autres, à la bienveillance, à l'impact social? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai envie vraiment de spontanément répondre à la deuxième partie de ta question. Pas du tout, alors vraiment pas du tout. Au contraire, je suis en train de réfléchir à quelle définition je donnerais de l'ambition. Pour moi, l'ambition, c'est l'envie d'atteindre un but, en fait. Et ce but, il peut être très global. Tu vois, moi, la chose qui me porte le plus là, dans les derniers mois, c'est le fait que nous ayons collectivement, ça a pris 18 mois, définir chez Maison du Monde notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est vraiment l'étoile du Nord qui va guider toutes nos décisions et toutes nos actions, qui dépasse le plan stratégique, qui dépasse le retour au marché financier, puisque nous sommes une entreprise cotée, qui est censée tous nous survivre, j'espère. Et cette raison d'être, c'est inspirer à chacun l'envie de s'ouvrir au monde pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. Et donc, on voit bien que dans cette raison d'être, il y a beaucoup d'humanité, ça parle beaucoup de l'esprit Maison du Monde, notamment de l'esprit interne, et notamment de cette culture qui me semble essentielle à préserver. Et il y a aussi beaucoup l'engagement environnemental et sociétal. Et pour moi, si tu me posais la question, quelle est ton ambition? J'en ai deux. J'en ai une, c'est d'arriver à faire en sorte que notre organisation continue à grandir sans se perdre, notamment en préservant cette culture incroyable, très centrée sur l'humain, sur l'innovation. Et donc ça, c'est vraiment mon premier enjeu organisationnel. Et l'autre enjeu, c'est faire en sorte que Maison du Monde devienne en effet, avec Nathalie Rosborski, l'ensemble du COMEX, les équipes, la marque maison la plus désirable et durable d'Europe. Et donc avec vraiment cet engagement très fort qu'on est en train d'énormément accélérer, que ce soit à nouveau sur l'environnement ou l'égalité des chances pour notre combat sociétal. Et donc, mon ambition, c'est qu'en effet, Maison du Monde soit reconnue comme un acteur de premier plan là-dessus. Et quelque part, ça n'a quelque part rien à voir avec la performance économique. Et presque, j'aurais envie de dire, pour moi, ça surpasse la performance économique. Bien sûr, ça permettra demain, je trouve, une performance économique parce que nos clients attendent ça des entreprises, mais on doit le faire avant cette reconnaissance-là, on doit le faire parce que c'est notre responsabilité et puis parce que c'est notre envie d'avoir une contribution sociétale positive. Donc, c'est ça l'ambition. Donc, pour moi, vraiment, c'est très important ce que tu dis, c'est très important d'être très au clair avec sa propre définition de l'ambition et de savoir ce qu'on y met derrière. Parce que sinon, on peut être tenté d'écrire le chemin des autres. Et alors, dans ces ambitions, je suis curieuse de savoir quelle place a la parité à tous les niveaux. Alors, j'ai vu que l'index égalité de Maison du Monde était plutôt bon. Vous êtes à 83 sur 100 en 2021. Quasiment tous les indicateurs sont bons, sauf là où vous perdez, c'est l'augmentation salariale au retour de congé maternité. Est-ce que la parité, d'une manière générale, fait partie de tes combats, et des combats de l'entreprise Maison du Monde? Comment tu adresses ce sujet? C'est très intéressant comme question parce que, en fait, le sujet du féminin n'a jusqu'à récemment pas été vraiment un sujet chez nous. Pourquoi? D'abord parce que nous étions très tournés vers l'environnement. Nous avons une fondation pour l'arbre et la forêt depuis 2016 et donc notre agenda RSE interne était très porté sur notre empreinte carbone et vraiment des aspects très environnementaux. Et c'est la réflexion sur la raison d'être qui nous a fait nous dire, mais en fait, l'humain est au cœur de notre culture, est au cœur de notre projet. On ne peut pas être que sur l'environnement, on doit être aussi sur le sociétal. Ça, c'est le premier truc. L'autre truc, c'est que quelque part, notre représentation féminine est en effet très bonne. On est dans le top 5 du SBF 120, de la féminisation des instances dirigeantes. Les femmes, c'est plus de la moitié du COMEX, c'est la moitié du board, c'est 70% de nos promotions. Donc pour nous, les femmes n'a jamais été un sujet. Quelque part, presque, on pourrait avoir envie parfois de se mettre des quotas masculins dans certains services. Et donc on s'est dit, on s'est pas dit c'est bon, mais en tout cas on s'est pas dit il y a un problème. Or, en effet, c'est pas parce qu'on est bon à certains endroits qu'on est bon partout. C'est tout à fait juste. Donc on a repris à l'aune de notre raison d'être
on s'est en effet posé comme enjeu pour nous l'égalité des chances auprès de 3 publics, les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. Et concernant les femmes, on s'est dit, où est-ce qu'on est bien et surtout où est-ce qu'on n'est pas bien et comment est-ce qu'on peut progresser. Typiquement, tu parlais de la rémunération autour de congé maternité, ça c'est un dossier qu'on a ouvert pour progresser là-dessus et on est en train de prendre des décisions importantes qui vont nous faire sensiblement progresser là-dessus. On s'est aussi dit, quels sont les autres... on a écouté nos femmes, quelles sont les autres choses que l'on pourrait faire. Et on crée là, le mois prochain, un cercle de femmes, puisque ce qui a été remonté, c'était justement de pouvoir échanger entre pairs sur toutes les problématiques que tu décris. Et je trouve une problématique que l'on pourrait adresser davantage, qui est le leadership féminin. Aujourd'hui, je trouve qu'il est assez difficile de définir ce leadership féminin. J'ai parfois l'impression qu'on est un peu caricatural entre la femme leader, très maman, très dans l'écoute et la compréhension, et puis le papa qui décide et qui va de l'avant et qui a une vision très innovante des choses. Et je dois dire que même moi, en effet, qui ai cette position depuis 4 ans, c'est vraiment une réflexion au long cours de quel est mon style de management, quels sont les attributs féminins et les attributs masculins et comment est-ce que justement on trouve le bon équilibre, parce que vraiment les deux se complètent. Donc, on crée ce cercle de femmes qui s'appelle Good for Women. On l'a lancé ce matin en interne, les gens étaient super, super enthousiastes. Donc, c'est comment est-ce qu'on va plus loin. Et comme toujours, en fait, les équipes ont la réponse, il suffit de les écouter. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux femmes qui rêveraient d'une place comme la tienne, mais qui n'osent pas se l'avouer quelque part, ou qui se disent que c'est pas pour elles, puisqu'on parlait en off avant de ce sentiment d'illégitimité qui, selon d'ailleurs une étude de l'IFOP assez récente, est le premier frein pour l'accession aux femmes à des postes de dirigeantes et à plus haute responsabilité. Quel conseil tu leur donnerais ? Alors, tu nous as dit, moi, j'ai jamais ressenti le syndrome de l'imposteur. Et si tu te mets, quelque part, c'est une chance. Qu'est-ce qui te drive et qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Comme on se l'est dit, c'est beaucoup, je crois, un travail personnel. Alors, quand je dis ça, je sens la charge mentale supplémentaire qui s'abat sur les épaules de ces femmes. Alors, non, c'est plutôt une opportunité. Enfin, moi, je crois que ce qui est chouette dans tout ça, c'est vraiment le chemin intérieur, le chemin personnel. Et déjà, je trouve que c'est un super cheminement que d'apprendre à se connaître. Déjà, on n'a pas tous la même envie de réussite, on ne met pas les mêmes mots derrière. C'est super, super important de définir son propre rêve, sa propre envie. Parce que je trouve que parfois on peut vouloir répondre aux attentes en fait du monde et quelque part internaliser même ça. Et le fait de vraiment d'y réfléchir de façon active, je trouve aide à mieux cerner ses priorités, ce qui est important, etc. Donc ça, c'est passer du temps d'introspection, ça me semble important. Échanger, ça me semble super, 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 super important. Moi, parfois, on me pose la question, est-ce que j'ai eu un rôle modèle ? En fait, je n'en ai pas eu un, j'en ai eu des centaines. Ce qui m'a toujours beaucoup aidé, c'est de partager avec plein de gens et en effet, notamment, en particulier, partager avec plein de femmes parce que on a partagé nos galères, parce qu'on a partagé nos cas de vie en une, parce qu'on a partagé nos peurs, parce qu'on a partagé nos coups de gueule, nos convictions et quelque part, le fait de se sentir finalement pas toute seule, en fait, permet tout de suite d'assumer davantage, d'être. Donc voilà, je trouve que le collectif, moi je crois beaucoup à la sororité. Alors je ne fais partie de, je suis pas très bonne en networking. Enfin je suis dans un super club qui s'appelle le Retail Club qui justement réunit des femmes qui ont des positions de leadership dans le retail. Et voilà, c'est vraiment l'occasion d'échanges sur tout ça parce qu'on se rend compte que sur beaucoup de discussions, les discussions tournent au moins autant sur la capacité à tout concilier, sur l'extra-professionnel que sur le professionnel.
Et donc, c'est d'autant plus pertinent finalement d'échanger avec tout plein de gens parce que ces problématiques sont absolument universelles. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, il y a vraiment le côté de prendre, comme on le disait, soin de soi, voilà, de penser qu'en effet, du temps pour soi, c'est important, de penser que se préserver, c'est important. Donc, voilà, donc vraiment tout ce travail un peu sur soi, ça me semble chouette. Et voilà. Et puis, dernière chose, parce que tu disais pour celles qui n'osent pas, moi, je voudrais juste partager une anecdote d'un cours que j'ai suivi lorsque j'ai fait mon MBA à Singapour. Et donc, c'était un cours de négociation. Et donc, le prof a dit, en fait, je vous challenge, vous devez obtenir 10 noms de suite de profs, de commerçants, de membres de votre famille, etc. Sur vraiment des demandes du quotidien, mais évidemment un peu stretch. Et il a été impossible, en fait, pour l'ensemble des élèves de la classe d'obtenir 10 noms de suite. Et en fait, souvent, voilà, le fait de demander, c'est vraiment la plus grosse partie du chemin. On est assez étonné soi-même par le nombre de fois où finalement, c'était pas si dur que ça. Et finalement, il y a quelque chose qui est possible. Donc, il y a aussi cette capacité à se dire, c'est quoi le pire qui puisse arriver. Si on a un regard optimiste sur les choses, au pire, on aura reçu un nom, on aura appris des trucs et on avance. Mais entre guillemets, de dédramatiser qu'est-ce qui se passe en cas d'échec, tout de suite, ça décontracte et on avance un peu plus facilement. Ce fameux scénario du pire, qui finalement est jamais vraiment catastrophique. Et donc on se dit, finalement c'était que ça, trop facile. Et pour la sororité, là tu prêches une convaincue et je suis sûre dans l'audience des convaincus, nous chez Coach Happy, on accompagne les femmes leaders en groupe. Et effectivement, ça a cette force incroyable que chacune peut partager ce qui marche moins bien. Et il y a une forme de soutien incroyable. Et je crois que aussi simplement le fait de voir qu'on n'est pas seul sur le bateau, que les galères qu'on traverse, d'autres les ont traversées avant nous, c'est en fait, ça aide énormément. Ça donne énormément aussi d'énergie pour avancer, pour aller soulever des montagnes, pour vraiment incarner le fait que tout est possible. Mais en fait, tout est vraiment possible si on s'en donne les moyens. Mais tu mentionnes un point super important qui est savoir ce qui nous donne de l'énergie et aller la chercher. Et dans ce paradigme qui est le nôtre, qui est souvent de se mettre au service d'eux, je trouve que, en tout cas, je vais parler de ma propre expérience, moi, je ne suis pas assez proactive. Maintenant, je sais assez bien ce qui me donne de l'énergie. Donc, pour moi, c'est le collectif, notamment la sororité, c'est d'aller apprendre des nouvelles choses. Vraiment, dès que j'apprends des nouvelles choses, dès que je rencontre des gens qui me parlent de quelque chose que je ne connais pas, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie. Rire, ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Rire, célébrer, tous les environnements joyeux. Et je trouve que plus on sait ça sur soi et plus on va le chercher, plus vraiment on est dans un mood positif, c'est qu'à le dire, mais vraiment, je trouve que c'est un cercle très vertueux. Et par rapport à d'autres cultures, je pense par exemple à la culture américaine où ils sont beaucoup plus dans ça, dans le flow, dans l'énergie, je trouve qu'on aurait vraiment tout avantage à être plus dans cette recherche-là dans nos quotidiens. Il y a aussi, dans les philosophies orientales, ça porte d'autres noms, mais il y a aussi cette recherche de flow. Et je trouve que aborder nos vies un peu dans cette globalité, et notamment avec ça, le fait de savoir qu'il y a des équilibres d'énergie, qu'on en donne, et dans un rôle de leader, on est amené à en donner pas mal. En tout cas, j'espère, c'est cool, c'est ce qui fait partie des meilleures parties du poste. Il faut savoir réaliser qu'il faut aussi re-remplir ces niveaux d'énergie. Et donc, il faut toujours être dans cette quête d'équilibre. Et je trouve que c'est pas quelque chose qui se dit, que c'est pratique beaucoup. On tombe assez vite dans ah non, mais ce sont des choses de développement personnel ou ce sont des choses un peu bobo. Et je trouve que c'est vraiment. Ouais, voilà, exactement. Je trouve que c'est vraiment galvaudé, alors que, en tout cas, moi, j'y crois beaucoup.
Alors, question de la fin, Julie. Est-ce que tu as un mantra ? Non, mais la question que je pose la plus souvent, peut-être, c'est pourquoi pas. Moi, j'aime bien écrire les troisièmes voix. Et je trouve que je trouve que l'humain est super bon à créer et super. On est super tous contents de créer. Et je trouve que souvent, quand on se pose la question je trouve qu'on entend beaucoup des pourquoi, mais le pourquoi pas est assez libérateur en fait. Et c'est ma question. Donc, si vous voulez faire un truc, pourquoi pas pourquoi pas finalement, quand vous regardez dans vos parcours, vous avez tous un moment où franchement, c'était pas gagné et vous vous êtes dit pourquoi pas et à la fin, ça a marché. J'adore. Merci pour ce mantra et merci pour ce partage si généreux, Julie. C'était un plaisir de t'écouter et c'était extrêmement inspirant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le privilège et hâte d'écouter les prochains podcasts. Merci à toi. Merci à toutes. Si vous êtes une femme, leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Afin de ne pas manquer les outils leadership, les conseils de coaching exclusifs que je partage sur la newsletter et toutes les informations sur la possibilité de rejoindre le prochain groupe Leaders Ambitieuses, inscrivez-vous à notre newsletter. Le lien est dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou vous occupez des fonctions de décideur RH, sachez que nous aidons aussi les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.